Aujourd'hui, nous allons travailler sur le concept de santé. Nous l'aborderons sous divers aspects et de différentes manières. Tout d'abord, nous travaillerons sur l'importance de la santé dans notre monde contemporain. Nous reviendrons sur une nouvelle forme des grands discours ou une nouvelle forme idéologique qui est la santé parfaite, avec deux auteurs, Lucien Sfez et Ivan Illich. Nous travaillerons également la question de la normalité physiologique à partir d'apports épidémiologiques et statistiques. Nous reviendrons sur les distinctions à opérer, mais pas forcément les oppositions à faire entre pathologie, normalité et santé. Nous travaillerons également le lien entre les notions de guérison et de santé. Et nous terminerons enfin cet enseignement avec une brève présentation des modèles scientifiques de la santé. Bien. Alors tout d'abord, j'aimerais prendre le temps de contextualiser avec vous ce premier enseignement. Cet enseignement qui vise à la fois des meilleures compréhensions santé et du handicap vous permettra donc d'envisager votre avenir professionnel de plusieurs manières. Tout d'abord, cet enseignement peut vous permettre d'approfondir ou de mieux comprendre tout ce qui concerne le travail partenarial dans les champs de la santé, et notamment les hôpitaux, les cliniques, ou encore tout ce qui est action de prévention, mais aussi dans les champs de la santé dans l'éducation nationale ou encore dans la promotion de la santé. Deuxièmement, cet enseignement vous permettra également de penser et d'avoir les bases nécessaires pour participer à un travail en équipe interdisciplinaire dans l'éducation nationale, dans les missions locales et dans les maisons départementales. Enfin, cet enseignement vous permettra également de vous approprier un certain nombre de notions qui seront utiles pour penser un travail d'accompagnement de la personne ayant des soucis de santé ou une situation de handicap, pour penser son accompagnement dans la globalité et où la santé est une dimension parmi tant d'autres. Voilà. Alors nous allons commencer par revenir sur la définition de la santé proposée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dans son préambule en 1946. Elle affirme donc que la santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social, ne se caractérisant pas uniquement par l'absence de maladie ou d'infirmité. Quelques commentaires sur cette première définition. Vous notez d'abord que la santé est synonyme finalement du terme bien-être. Il ne s'agit donc pas de guérison, mais de bien-être, et d'un bien-être qui serait complet. Une santé qui serait totale correspondrait à un bien-être complet, et un bien-être complet lui-même est constitué de plusieurs dimensions. La dimension physique, qu'on peut ramener très aisément au corps, la dimension mentale, qu'on peut ramener à la psychologie, et la dimension sociale, qu'on peut ramener donc aux relations humaines dans une société. La santé n'est donc pas seulement le fait de ne pas avoir de maladie ou de ne pas être en situation de handicap. Bien, cette affirmation dès 1946 est importante et a été à la fois le fruit de longues réflexions scientifiques et de débats qui ont amené à prendre cette option-là au niveau de l'OMS, mais par ailleurs, cette définition est elle-même discutée et toujours aujourd'hui. Pour certains, cette conception est particulièrement utopique, et on va y revenir dans la suite de ce cours avec Lucien Sfez ou Ivan Illich. Mais c'est aussi, et ça peut aussi, être compris comme une injonction
très exigeante, parce qu'un état de complet bien-être est probablement au-delà de ce que vivent la plupart d'entre nous dans la vie quotidienne. Alors, la santé dans notre monde contemporain, dans notre vie quotidienne. J'aimerais donc d'abord revenir sur l'importance de la santé à nos yeux, dans nos représentations, mais aussi dans nos pratiques. Et je vous laisse réfléchir ou vous souvenir de certain nombre de rites, qu'ils soient annuels ou quotidiens. Rappelez-vous donc, tous les ans, à la Saint-Sylvestre, chacun d'entre nous, nous souhaitons les vœux pour la nouvelle année, et dans ces vœux, il est très commun et très attendu de souhaiter la bonne santé à chacun des gens qui ont de l'importance à vos yeux. Mais plus proche de nous encore, dans la vie de tous les jours, nos salutations quotidiennes, et cela dans la plupart des cultures, sont reliées à la question de la santé. En français, par exemple, il est commun de dire « Comment allez-vous ?» ce qui finalement revient à questionner sur l'état de santé de l'autre, son état de santé physique, mental, mais son état de santé. Pareillement, nos ancêtres, les Romains, lorsqu'ils se saluaient, et donc en langue latine disaient « vale », et ça signifiait « porte-toi bien », donc c'était un souhait en termes de santé. Nos proches voisins en termes de frontières, les Britanniques, vous demandent « How are you ?», ce qui signifie « Comment es-tu ?», très littéralement, mais qui est aussi donc le souci de l'état de santé de l'autre. Et peut-être dernière idée qui vient renforcer encore ce lien entre le salut quotidien et la santé, c'est que le terme saluer provient du latin salus, S-A-L-U-S, et que ce terme salus signifie en latin santé. Ainsi donc, beaucoup de nos rites de la vie quotidienne concernent la question de la santé. C'est une préoccupation, même si elle n'est pas portée toujours de manière très consciente, elle l'est régulièrement et suffisamment pour que ce rituel se maintienne. Plus avant, le souci de la santé ne se manifeste pas seulement par le fait de se saluer ou d'entretenir un certain nombre de rituels dans les relations à autrui, mais aussi, et bien évidemment, par un souci de l'entretien du corps. L'historien Georges Vigarello a écrit un ouvrage à ce sujet intitulé « Histoire des pratiques de santé, le saint et le massin depuis le Moyen-Âge », donc édité aux éditions Seuil en 1999. Dans cet ouvrage, Georges Vigarello montre combien le souci de santé est très communément partagé. Son travail remonte au Moyen-Âge et il montre que cet entretien, ce souci de l'entretien du corps, n'est pas du tout un souci qui serait uniquement contemporain ou qui aurait à voir avec la modernité. Non, loin s'en faut, aussi loin qu'il remonte dans les archives et dans la lecture des traces qu'il nous reste de cette anciennes époques de la France, il montre que nos ancêtres avaient le souci de lutter contre le mal qui pourrait atteindre le corps, et donc avaient des attitudes préventives. Il y avait tout un tas de pratiques autour de cette attitude de prévention, et beaucoup d'entre vous ont lu
ou ont vu des films qui leur ont montré les joyaux de santé du Moyen-Âge, ou encore les élixirs de quelques druides. Mais il y a eu aussi les pratiques de régime, qui ont été très importantes dès le XVIe siècle. Il y a eu l'usage de la saignée, dont si la perspective ou la portée était effectivement de soigner et de permettre à l'individu d'aller mieux, étant donné les conditions d'hygiène de l'époque, on peut douter des résultats effectifs. Et il y a eu également des politiques d'État qui se sont instaurées dès le XIXe siècle, avec ce qu'on appelle les politiques hygiénistes. Là encore, il s'agissait de prévenir l'épidémie, et en tout cas le passage d'infection des pauvres vers la population plus nantie. Donc tout ceci nous amène à comprendre que la santé est une valeur centrale pour notre société, et elle s'exprime de bien d'autres manières ou de bien d'autres façons. La santé est par exemple devenue un objet de consommation. Regardez dans un kiosque à journaux ou dans un tabac-presse et vous constaterez à quel point de nombreux magazines sont consacrés ou consacrent une part de leur contenu à la question de la santé. Bien manger, quels sont les aliments, quels sont les risques aujourd'hui portés par l'environnement comme la pollution, quels sont les besoins physiologiques de notre corps, comment mieux comprendre son corps. Puis vous pouvez aller jusqu'au supermarché, vous rendre dans les rayons où il est vendu nourriture et alimentation, et là vous constaterez que dans les biens qui vous sont proposés d'acquérir, vous avez des yaourts qui sont là pour votre santé, puisqu'ils contiennent du bifidus. Vous en avez d'autres types d'aliments qui sont réputés contenir oligo-éléments et vitamines, toujours pour votre santé, etc., etc. Autrement dit, la santé est devenue un argument de vente, ou entretenir sa santé est devenu un argument de vente pour ce qui concerne l'alimentation. Mais pareillement, plus avant, les loisirs. Faire du sport permet de s'entretenir et donc de se maintenir en bonne santé. Et donc, un certain nombre d'entre nous pratiquons le sport ou pratiquons nos 30 minutes journalières de marche dans l'objectif de se maintenir en bonne santé. La question de la santé n'innerve pas notre société que dans sa dimension de consommation. Elle l'innerve aussi du point de vue du discours moral. La santé est devenue un enjeu moral parce que il s'agit pour chacun d'entre nous de devenir responsable de sa santé. L'individu est désigné comme responsable de sa santé. Il doit adopter un mode de vie qui lui est favorable. Et chacun d'entre nous est sensibilisé par des politiques de santé publique de tas de manières différentes, mais notamment, vous avez un spot à la télé très connu qui vous demande de consommer 5 fruits et légumes par jour, un autre qui vous transmettra l'idée que fumer tue ou que fumer nuit à la santé, etc., etc. Ce genre de message se retrouve également sur les paquets de cigarettes et sur plein d'autres objets de consommation. Vous êtes également informé plusieurs fois par jour que les boissons alcoolisées ont un impact sur la santé, etc., etc. Autrement dit, la société moralise
nos conduites et nous impose de prendre la responsabilité de notre santé, quand bien même l'environnement serait un facteur majeur influent, celui-ci est largement minorisé. Autre raison pour laquelle on peut affirmer que la santé est devenue un enjeu moral dans notre société, avec un constat qui est celui de la psychologisation des problèmes sociaux. Toutes sortes de problèmes sociaux, vous constaterez que est délinquant tel jeune homme ou telle jeune femme ou telle personne de manière plus générale, parce qu'il a des troubles du caractère, des troubles de la personnalité, des troubles de santé mentale, parce qu'il a une difficulté à supporter la frustration, parce qu'il a l'impossibilité de ne pas passer à l'acte, etc., etc. Mais autrement dit, c'est un nombre de comportements aujourd'hui qui auparavant étaient considérés comme déviants sont aujourd'hui pris et compris sous l'angle du pathologique. La santé est bien sûr un enjeu scientifique. Mieux comprendre la santé, mieux comprendre le corps est un objet de recherche très commun, et ce depuis que la recherche existe. C'est bien sûr un enjeu politique. Vous avez des politiques de santé publique qui visent prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, la sensibilisation du grand public. Et puis vous avez donc des enjeux économiques majeurs dont vous êtes informés régulièrement aujourd'hui avec les changements de tarification ou de remboursement liés à la sécurité sociale, la modification de la place ou de l'importance des mutuelles dans le remboursement des soins, les enjeux d'accès pour certains publics aux soins, et notamment les publics sans domicile fixe, les publics migrants. Vous avez bien sûr des enjeux économiques qui sont tout à fait autres et qui relèvent des bénéfices des laboratoires pharmaceutiques ou des établissements de soins. La santé est donc au cœur de notre société contemporaine et elle innerve quasiment toutes les dimensions de cette société. On pourrait affirmer qu'il s'agit d'un fait social total au sens de Marcel Mauss. C'est probablement pour cette raison que deux grands auteurs, que sont Ivan Illich et Lucien Sfez, se sont intéressés sur la portée de cette emprise de la santé sur nos sociétés. Le premier, Ivan Illich, est philosophe et il a écrit un ouvrage très, très connu et très discuté sur la question de la santé, un ouvrage qui a fait scandale à son époque et qui est intitulé Némésis médicale. Némésis, N-E-M-E-S-I-S, et le sous-titre est l'expropriation de la santé. Pour Ivan Illich, l'entreprise médicale, le fait même de la médecine finalement, menace la santé. Pourquoi est-ce qu'il affirme cela? Il a tout d'abord analysé des statistiques, donc des années 1975, et à l'appui desquelles
il affirme que finalement la médecine n'a pas amélioré l'état de santé dans le monde, mais qu'au contraire, elle a permis, favorisé, déclenché l'émergence de maladies iatrogènes. Les maladies iatrogènes sont des maladies qui sont déclenchées par les soins médicaux eux-mêmes ou par les traitements prescrits. Autrement dit, pour lui, la médecine est un obstacle à la santé, en ce sens que elle ne permet plus, l'obsession de cette santé parfaite ne permet plus à l'être social, aux acteurs sociaux, de faire face à la maladie, de faire face à la douleur, de faire face à la souffrance et de les affronter. Ce qu'il constate, c'est que l'évitement de la maladie, de la douleur, de la souffrance est de plus en plus généralisé et que pour cette raison-là, avant même d'être malade, l'individu va consulter pour obtenir des soins. C'est pourquoi il ira un peu plus loin encore un peu plus tard dans sa carrière de philosophe. Il expliquera que pour lui, c'est le fait même de cette recherche d'une santé parfaite qui est devenu un facteur pathogène, au sens où il déclenche des pathologies, un facteur prédominant. Pour lui, plus les individus recherchent à expérimenter, à vivre au quotidien une santé parfaite, c'est-à-dire un complet bien-être, plus le système de santé propose une offre de soins, de traitements, de remédiation, et plus l'individu est moins à même de faire face donc à des petits troubles de santé. Donc ce propos d'Ivan Illich a été largement contesté, débattu. Il est vrai qu'il est très polémique, probablement parce que, étant une attaque assez frontale du système médical contemporain, en même temps, le propos d'Ivan Illich n'est pas complètement faux et l'émergence de maladies iatrogènes est avérée. Un autre auteur a repris ce travail d'analyse critique de cette nouvelle tendance qui est de se soigner en l'absence de symptômes. Donc Lucien Sfez, lui, il a écrit un ouvrage très connu qui s'appelle « La santé parfaite, critique d'une nouvelle utopie » qui est paru en 1997 aux éditions Seuil. C'est un ouvrage qui est paru suite à une enquête de plusieurs années, qui a porté sur 3 contrées que sont les USA, le Japon et l'Europe. Et il essaye de recenser toutes les pratiques qui visent donc qui sont portées par des acteurs sociaux dans leur vie quotidienne et qui visent donc à améliorer l'état de santé. Et là, il constate donc dans ces années 90 une explosion des régimes alimentaires. Il constate que le travail de cartographie des gènes est une entreprise qui vise la prévention et la thérapie génique, autrement dit la modification de l'être humain avant même la maladie et avant même sa naissance, pourquoi pas.
Il constate également qu'au niveau des politiques de santé publique, il y a une volonté très forte et beaucoup d'argent qui sont mis pour éduquer, pour promouvoir et pour prévenir et préserver la santé de populations entières. Il montre qu'il y a aux États-Unis des pratiques préventives d'ablation d'organes. Ces pratiques préviennent quoi? Elles préviennent notamment le cancer du sein. Il a été témoin du développement de l'ablation des ovaires ou de l'ablation des seins par les femmes américaines qui avaient des antécédents familiaux. Leur objectif à ces femmes est justement de ne pas développer, contrairement à leurs proches et aux membres de leur famille, donc de pathologies cancéreuses. Autrement dit, il y a un projet de purification organique qui est en cours et qui prend notamment la forme d'ablation d'organes. Et puis, manifestement, il y a un souci de l'environnement, un souci de l'écologie qui se développe de manière durable et on n'en peut que le constater au regard de notre société actuelle, c'est-à-dire 20 ans après, qu'effectivement, la question de la planète est devenue un souci majeur. On s'intéresse donc à la santé de la planète. Pour Lucien Sfez, tout ceci témoigne, ou sont les signes, du développement d'un nouveau discours idéologique qui ne serait pas critiqué, qui ne serait pas interrogé, qui serait un discours qui porte sur la santé parfaite, une nouvelle forme d'utopie, mais au sens péjoratif du terme. Ce qu'on peut rajouter au propos de Lucien Sfez, qui est davantage contemporain, c'est qu'effectivement, on peut retrouver d'autres développements qui convergent dans le sens de ces analyses, et notamment la croissance contemporaine d'un mouvement social qu'est le transhumanisme, où le projet est un corps bâti sur mesure et selon ses aspirations, mais donc un corps en bonne santé et qui répondrait aux fonctionnalités qu'on attend de lui. Si donc cette santé parfaite, et notamment le complet bien-être proposé par l'OMS, est quelque chose qui donc peut être discuté, et là on vient de voir deux auteurs qui permettent d'aborder un certain nombre de critiques, reste que très couramment, la santé est encore considérée comme la norme, et voire même comme la normalité physiologique ou biologique. On va donc pouvoir s'intéresser à la notion de normalité physiologique et procéder donc à son analyse. L'idée de normalité physiologique est une idée qui est construite sur la possibilité de mesurer des variables biologiques en termes de quantité, parfois en termes de qualité, et ça permet d'établir donc des moyennes. Ces moyennes étant couramment pensées ou conçues comme relevant de ce qui est de l'ordre de la santé, et donc est attendu comme devant être de l'ordre du corps propre et du fonctionnement corporel propre de chacun d'entre nous. Mais cette normalité physiologique n'est pas constante. Elle varie dans le temps et selon bien sûr les milieux de vie. Les premières mesures, les mesures on va dire très efficientes et donc sur lesquelles il est possible de bâtir des comparatifs pertinents datent essentiellement ou ont débuté essentiellement après la Seconde Guerre mondiale. L'espérance de vie a largement augmenté
Et on est passé d'une moyenne qui était autour de 60 ans au début 20e siècle, 40 ans au 19e, à 80 ans fin 20e. Donc on voit qu'elle a pu doubler entre le 19e et le 20e siècle. Pareillement, la taille moyenne de la population française a augmenté de plusieurs centimètres en à peine 3/4 de siècle au cours du XXe siècle, dès que la nourriture et l'alimentation ont été de meilleure qualité. Mais des tas d'autres variables ont pu être mesurées et ont pu montrer donc à quel point leurs valeurs peuvent être différentes suivant les époques. Les variables en termes de poids, bien sûr, en termes de dentition, qualité de la dentition, en termes de résistance à la fatigue, de résistance au stress, etc., etc. Autrement dit, il n'y a pas de moyenne qui serait définie une fois pour toutes. Il n'y a pas de moyenne unique du fonctionnement physiologique. Il a même finalement été admis qu'il n'était pas possible d'établir une normalité physiologique pour certaines variables et que ça n'avait probablement pas de sens, les variations étant trop importantes. Par exemple, le poids. Il a été constaté qu'au-dessus d'un certain poids, des problèmes de santé pouvaient mettre en danger les individus, mais que par contre, à partir du moment où le poids était stable, il n'y avait pas de poids minimum en dessous duquel les individus étaient en danger. Donc nous ne parlons pas d'une situation pathologique qui serait celle de l'anorexie, et l'individu qui se force à maigrir, mais d'individus qui sont sur des poids très faibles au regard de leur taille, mais qui pourtant ne présentent aucun symptôme ou problème particulier du point de vue de leur santé. Ça a été non seulement prouvé au niveau scientifique, mais également redémontré par les statistiques des assurances, qui elles étaient très intéressées par prouver qu'un certain nombre de variables étaient des prises de risques inutiles et sur lesquelles il fallait responsabiliser les individus, et voire même renoncer en partie à les indemniser ou à les rembourser si le problème de santé qu'ils rencontraient était prouvé comme étant en partie au moins de leur fait. Voilà, donc on le sait par plusieurs sources et par plusieurs modalités de mesure. La maigreur, si elle est constitutionnelle, n'est pas une source particulière de problèmes de santé. Bien, dernier élément sur cette normalité physiologique, elle ne varie pas selon la constitution des uns et des autres, elle ne varie pas seulement non plus en fonction des époques, elle varie également en fonction des milieux sociaux, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les cours suivants. Bien, mais alors, s'il n'y a pas de normalité physiologique au sens d'une norme qui serait stabilisée et qui concernerait l'être humain, à partir de quand parle-t-on de pathologie et à partir de quand parle-t-on de santé? Je propose donc de développer une analyse sur ce sujet. Aujourd'hui, on appelle maladie différentes altérations du corps qui vont de la carie dentaire jusqu'à des dysfonctionnements mortels
du corps. Bien. Donc l'empan de ce qui relève de la maladie est finalement tout ce qui ne relève pas du bon fonctionnement corporel. Ou en tout cas, c'est régulièrement comme ça que cela peut être conçu d'un point de vue biomédical. Précisément, c'est cette perspective biomédicale qu'il faut pouvoir discuter, car tout ce qui n'est pas dans la norme est-il néanmoins du registre du pathologique. Alors, revenons tout d'abord sur les circonstances historiques de la construction des notions de santé et de maladie, et constatons que pendant de très nombreux siècles, l'humanité n'a pas eu affaire aux mêmes questions de santé que celles que nous rencontrons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les préoccupations majeures de nos ancêtres concernaient avant tout les épidémies de peste, de choléra. Donc des épidémies qui pouvaient éradiquer en 2-3 jours un village quasiment en son entier. La question n'était pas d'un mauvais fonctionnement ou d'un moindre fonctionnement dans la vie quotidienne. Les soins à la décence apportés aux individus n'étaient pas du tout les mêmes et ne relevaient pas de la même qualité. Et les corps étaient beaucoup plus difformes, beaucoup plus différents, beaucoup plus variés. Autrement dit, ce que nous appelons aujourd'hui un moindre fonctionnement ou un mauvais fonctionnement ou un dysfonctionnement du corps, pour l'époque était en réalité, en tout cas dans les siècles antérieurs, a pu être la norme. Ce qui faisait la différence entre le fait d'être en bonne santé et le fait d'être malade, c'était précisément les accès, on va dire, très fébriles, où l'individu est atteint dans sa force physique de travail, dans sa force intellectuelle, et c'est donc beaucoup, ou même est en danger de mort, hein, et c'est donc plutôt au regard donc, de cette possibilité soit de survivre, soit de subvenir à ses besoins par la possibilité de travailler, que la question de la maladie s'est tout d'abord posée. Autrement dit, la maladie relevait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épisode aigu, au cours duquel l'individu se sent très différent, expérimente un mal-être important au niveau de son corps, et par suite donc reconnaît par ses signes son état de maladie. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est appelé maladie peut dépasser très largement le simple constat d'une phase aiguë. Et par exemple, il y a énormément de maladies chroniques dont les états sont stabilisés et permettent donc à des individus malades de poursuivre leur vie avec une espérance de vie parfois tout à fait dans les normes. Autrement dit, ce qui relève aujourd'hui de l'expérience de la maladie a beaucoup évolué, et on se rend compte que plein d'individus qui s'estimaient bien portants sortent d'un dépistage systématique avec la mauvaise nouvelle ou l'information d'une pathologie ou d'un risque les concernant, et qu'il fait que si une heure avant ils se considéraient comme bien portants, une heure après ils peuvent se considérer comme malades. Autrement dit, ce n'est plus l'expérience du mal-être, c'est plus l'expérience d'un affaiblissement, c'est plus l'expérience d'une difficulté qui permet aux individus donc de désigner
de désigner la maladie, mais c'est bien la médecine, c'est bien les nouvelles modalités d'investigation du fonctionnement corporel qui permettent donc de dire qui est malade, qui ne l'est pas. Ça a pour conséquence que la maladie n'est plus seulement une expérience, mais c'est avant tout, on va dire, elle est avant tout liée à l'effet d'un diagnostic. Et donc, le nombre des individus malades a considérablement augmenté du point de vue de la médecine, alors qu'auparavant, dans les siècles précédents, les individus malades, que ce soit du point de vue des médecins, des voisins, des religieux, des chamans et des rebouteux et de plein d'autres catégories d'acteurs, les malades étaient finalement ceux qui relevaient d'une minorité, et qui plus est d'une minorité qui était amenée à sans cesse se renouveler, certains décédant et d'autres au contraire guérissant. Bien, mais cet historique permet de comprendre que pendant très longtemps, il y a eu une confusion entre finalement une opposition stricte entre le pathologique et la santé, avec tous les états déviants, parce que c'était uniquement eux qui étaient expérimentés, tous les états déviants relevaient de la maladie. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les nouvelles modalités d'investigation du corps et de diagnostic, ce qui relève de la maladie ne relève plus forcément de l'expérience de la maladie, il y a une décorrélation entre les deux. Et pareillement pour la question de la norme de la maladie. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui est considéré comme étant un moindre fonctionnement, un dysfonctionnement ou un mauvais fonctionnement, on voit bien que statistiquement, ce n'est plus la minorité qui est concernée, mais bien la majorité. Autrement dit, ça c'est devenu normal, du point de vue de la médecine, de ne pas être en bonne santé ou de ne pas être dans un état de complet bien-être. C'est un paradoxe. Plus on est capable de diagnostiquer, plus on découvre que les individus sont malades. Bien évidemment, c'est une logique qui ne tient pas et qui a commencé à être discutée, notamment par un auteur qui s'appelle Georges Canguilhem, dans un ouvrage qui est intitulé Le normal et le pathologique. Donc c'est un ouvrage qui est sorti en 1966 et dans lequel donc il essaye de montrer que la perspective biomédicale est une perspective qui tend à vouloir réduire les écarts quantitatifs, c'est-à-dire ramener à une norme statistique, et non pas à réduire les écarts qualitatifs. Un exemple simple de sa proposition analytique est celle du rein diabétique. Il a par exemple discuté la situation vécue par des personnes qui, au début, fin 19e siècle ou début 20e siècle, du fait du diabète, auraient rapidement perdu leur rein et ensuite perdu la vie. Et il montre qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, leur espérance de vie, à condition de soins réguliers et de l'acceptation et de la mise en œuvre de ces soins, notamment la dialyse, ils peuvent considérer avoir une espérance de vie probablement proche de la moyenne, mais que ces individus, hormis les moments où ils se soignent, ont finalement une vie très ordinaire. Ils ne sont pas dans des situations d'affaiblissement massif, de perte de leur capacité intellectuelle, etc., comme on connaît dans une phase aiguë.
Non, ils peuvent avoir une vie ordinaire, au sens où ils peuvent travailler, éduquer leurs enfants, ils peuvent être fatigables, ils ont besoin de soins, mais à condition précisément de se médiquer et de prendre soin d'eux, il leur est possible donc de mener la vie de tout un chacun. Ces individus ne se sentent donc pas en mauvaise santé à partir du moment où leur norme est celle du soin quotidien. Du point de vue de ces individus, ils sont en bonne santé et ils ont l'expérience de la maladie quand survient un rhume un peu important. C'est pourquoi Georges Canguilhem propose de revenir à une discussion sur l'articulation entre pathologique et santé et en mettant en avant finalement que la question de la norme n'est pas la question du pathologique, qu'on peut être en écart à la norme sans être dans un problème de santé vécu et du côté du pathologique, à condition de se soigner, et c'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui d'individus en état de santé thérapeutique, dont il peut être estimé, suivant la manière dont vous construisez vos statistiques, qu'ils sont devenus majoritaires. Il y a énormément de personnes qui aujourd'hui, pour mener leur vie de tous les jours, prennent quelques médications, voire plusieurs, au quotidien. Donc tout ceci interroge sur finalement la question de l'expérience de la maladie. C'est un domaine de recherche scientifique qui s'est développé particulièrement à partir de la seconde moitié du XXe siècle, voire même à partir des années 80. Et derrière ces propositions analytiques se trouve la question de la subjectivité de l'individu. Donc l'expérience d'être en bonne santé ou l'expérience d'être malade sont deux expériences que nous avons appris chacun d'entre nous à distinguer lors de notre éducation, lors de notre socialisation. Ce n'est pas une distinction innée, mais une distinction apprise. Lorsque nos parents constatent, quand nous sommes enfants, un certain mal-être de notre côté, ils peuvent nous poser des questions comme est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as des bouffées de chaleur? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu as des contractures? Tout ça, ce sont des questions qui permettent aux parents, mais aussi à l'enfant, de mettre en œuvre un processus réflexif sur son état, et donc d'apprendre pour l'enfant et de diagnostiquer pour les parents, éventuellement, une montée de fièvre. Voilà, donc c'est en ça que est appris l'expérience de la maladie, au sens où on apprend à repérer les signaux qui nous sont transmis par nos parents ou par nos proches ou par les adultes qui prennent soin de nous, donc les signaux de l'état maladif. Pour René Le Reich, donc l'état de santé, ou en tout cas l'expérience de santé plutôt que l'état, l'expérience de la santé est pour chacun d'entre nous l'expérience finalement d'un corps qui n'est pas dérangeant, d'un corps qui fonctionne bien. C'est pour ça que René Le Reich est très connu pour la citation suivante: la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Et effectivement, du côté de l'expérience de la maladie, lorsque survient la maladie, et lorsque cette maladie n'est pas bénigne, elle peut arriver à modifier la totalité d'une vie quotidienne. Qu'est-ce à dire? Prenez par exemple un individu qui serait atteint d'une maladie respiratoire très grave et qui aurait besoin de vivre constamment
sous respirateur et qui, par moment, est même hospitalisé pour assainir l'état de ses poumons. Bien, un individu de ce type peut être amené donc à rencontrer des situations où dans sa vie quotidienne, lorsqu'il est hospitalisé ou parce que son respirateur provoque des effets dans ses relations de la vie de tous les jours, il est donc amené à voir ses rôles sociaux modifiés. Par exemple, lorsqu'il est hospitalisé dans la durée, très souvent, ses proches sont inquiets pour son état de santé et se demandent s'il va pouvoir survivre. Eh bien, l'usage est de s'intéresser à l'état de santé de cette personne lorsqu'on la visite à l'hôpital ou lorsqu'on lui téléphone, plutôt que de lui raconter les petits soucis de la vie quotidienne, celles de ses enfants, celles de son conjoint, etc. Autrement dit, la personne est progressivement dépossédée des informations qui concernent la vie quotidienne de ses proches. Elle n'est plus amenée à interagir sur le vécu de ses proches. Et par suite, elle peut perdre assez progressivement, mais tout de même, son rôle de père, parce que l'hospitalisation dure 6 mois, 1 an, et que pendant tout ce temps-là, effectivement, les enfants ne diront plus qu'ils ont eu une mauvaise note à l'école, et la maman va peut-être cacher le carnet scolaire. Autrement dit, le papa va être dépossédé de son rôle de papa et du suivi des devoirs qu'il pourtant menait tambour battant jusqu'à son hospitalisation, et pour lequel il a toujours les compétences intellectuelles. Voilà. Mais quand vous êtes considéré comme malade et que vous expérimentez la maladie au quotidien et qu'elle vous affaiblit, effectivement, vos proches vous protègent, mais le monde médical également, et vous êtes amené finalement à n'endosser plus qu'un seul rôle, le rôle de patient, et tous les autres rôles sociaux sont très amoindris, voire n'ont plus lieu d'exister. Vous pouvez être en arrêt maladie et ne plus avoir l'occasion d'exercer votre métier, par exemple. Voilà, pour ces raisons-là, la maladie peut donc changer et de manière radicale votre quotidien. Elle change le lieu de vie, elle vous impose l'hôpital, ou il vous a imposé l'hôpital, serait plus exact, comme lieu de soins. Elle peut modifier vos activités de la vie quotidienne, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus assurer un certain nombre de vos activités quotidiennes qui pouvaient être l'entretien de votre maison puisque vous êtes à l'hôpital ou la garde de vos enfants. C'est aussi vos réseaux amicaux qui peuvent être atteints par le fait que vous ne pouvez plus vous rendre sur les lieux de vos loisirs et partager ces moments de plaisir avec vos proches. Voilà, donc l'expérience de la maladie, quand elle n'est pas une maladie bénigne, peut modifier de manière absolument radicale la vie de tout un chacun. Et c'est à partir de ce moment-là, précisément, que la maladie peut être considérée comme révélatrice de ce qu'est la santé et de la normalité pour un individu. La santé et la normalité, c'est finalement l'expérience d'une vie quotidienne qui correspond aux habitudes. Et ça vous explique pourquoi des individus qui, du point de vue de la médecine, peuvent être considérés en mauvaise santé, par exemple des personnes diabétiques qui nécessitent une dialyse 3 fois par semaine, peuvent se considérer en bonne santé, au sens où, en dehors des 3 nuits qu'elles passent à l'hôpital toutes les semaines, le reste de leur vie est somme toute très ordinaire, très banal. Autre élément qui a considérablement changé dans l'expérience de la maladie, c'est le fait que la maladie est aujourd'hui devenue une expérience essentiellement individuelle, ou en tout cas qui concerne plutôt un individu et non pas des populations entières comme du temps des épidémies. Par conséquent, les soucis ne sont pas partagés, et en parlant des épidémies, il faudrait plutôt dire la terreur n'est pas partagée par tous, mais seulement par quelques-uns, c'est-à-dire vos proches, et peut-être aussi par les soignants qui s'occupent de vous. Mais en tout cas, la maladie n'est plus l'affaire d'une société en son entier, mais l'affaire de quelques individus au cas par cas. Or, ce que montre Canguilhem,
c'est que la médecine est un secteur d'activité dans notre société qui se développe et qui découle très logiquement du fait que des individus ont l'expérience de la maladie. Et cela vaut pour toutes les sciences de la vie également. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a la médecine qu'il y a la maladie, du point de vue de Canguilhem, mais c'est parce qu'il y a l'expérience de la maladie qu'il y a la médecine, qu'il y a des médecins. Canguilhem propose une autre définition de la maladie et une autre manière de repérer donc cette expérience, c'est finalement de considérer que la maladie, c'est une réduction de la marge de tolérance des infidélités du milieu. Qu'est-ce à dire ? Prenons un exemple. Vous avez un problème de santé qui nécessite que pendant quelques semaines seulement, vous soyez obligé de déambuler en fauteuil manuel. Vous allez rapidement constater que vous allez découvrir le monde sous un autre point de vue. Vous allez prendre la mesure de la fatigue qu'engendrent les dévers sur les trottoirs, de l'importance des bateaux sur les trottoirs toujours, de l'importance des bateaux sur l'endroit des passages piétons, mais pas seulement, et de l'importance et de l'intérêt du goudron dans une grande partie donc des surfaces sur lesquelles vous tentez de déambuler. Vous comprenez bien que si tout ça n'est pas mis en œuvre, s'il n'y a pas de rampe, s'il n'y a pas de goudron, s'il n'y a pas de bateau sur les trottoirs, s'il n'y a pas d'ascenseur, etc., vous allez vous rendre compte que la vie quotidienne va très rapidement devenir impossible. Pourquoi ? Parce que votre milieu n'est pas accessible, ou parce que vous êtes trop fatigué. Qu'importe, en tout cas, ce qui est certain, c'est que autant lorsque vous êtes en bonne santé, vous expérimentez finalement une bonne adéquation entre votre fonctionnement corporel et les opportunités, les options, les ressources que vous propose et les obstacles que vous propose votre environnement, autant lorsque vous êtes dans une situation où vous vivez l'expérience de la maladie, là vous vous rendez compte à quel point le milieu est essentiellement obstacle, limite et frein. Donc du point de vue de Canguilhem, finalement, être en bonne santé, c'est pouvoir s'adapter au changement de son environnement. Revenons maintenant sur les questions et les notions de la guérison et de la santé. Alors, est considéré couramment comme guéri un individu qui a cessé d'être malade. Mais est-ce aussi simple que ça ? Là encore, il y a ce hiatus qu'on a déjà évoqué entre expérience ou subjectivité de l'expérience de la maladie et puis objectivité d'un diagnostic médical, d'une investigation du corps. Là encore, donc, cette divergence peut apparaître. En effet, il arrive couramment qu'un médecin puisse dire à son patient que ça y est, il est guéri, et que le patient, lui, de considérer qu'il est beaucoup trop fatigué pour reprendre son emploi, et son entourage social, de le soutenir en ce sens. Pareillement, vous pouvez avoir une autre situation où c'est l'entourage social qui estime que le patient est guéri, puisque sinon il ne pourrait pas être aussi pénible dans la vie quotidienne. Il a retrouvé donc toute son énergie, et il n'y a plus lieu de prendre soin de lui à ce point, et il serait donc souhaitable qu'il retourne sur son lieu de travail un certain nombre d'heures par jour. Et là, le médecin peut s'opposer également. Mais il arrive aussi que le médecin puisse dire à un patient qu'il est malade, et le patient, lui, ne pas sentir ou expérimenter cet état particulier que devrait être la maladie. Il arrive, par exemple, que des patients viennent consulter pour des maux de tête qui, pour eux, sont relativement bénins, qui ne relèvent pas de la maladie, mais simplement sont suffisamment récurrents pour qu'on se pose la question de prendre autre chose que simplement du Doliprane.
et puis de ressortir du cabinet médical très malade avec éventuellement, on va dire, une tumeur du cerveau. Bien, et là encore, le patient vient pour un problème assez bénin, ne s'estime pas réellement malade, et le médecin, lui, de le convaincre de passer des examens médicaux importants et de lui imposer un arrêt maladie prolongé. Autrement dit, il y a un écart qui peut s'opérer suivant les acteurs et suivant les moyens de penser soit l'expérience, soit le corps. Et cet écart donc se constitue entre une guérison qui serait du côté du fonctionnement biologique et une guérison qui serait du côté de la vie sociale. C'est précisément dans cet écart entre guérison sociale et guérison biologique que des négociations permanentes se mettent en œuvre entre médecins, malades et également son entourage. Plus avant, si l'on revient à la question de la guérison biologique, pareillement, il faut également nuancer à cet endroit, une guérison biologique peut relever de plusieurs types d'états. Tout d'abord, un premier type de guérison peut être appelé restitutio ad integrum, qui serait finalement un retour à l'état d'intégrité corporelle en son entier, total, et c'est probablement en réalité la situation la plus rare. C'est probablement également celle à laquelle aspirent la plupart d'entre nous, y compris lorsque les proportions de l'état de maladie dépassent celles d'un simple rhume et nous amènent à être hospitalisés. Nous avons toujours dans l'idée et dans l'espoir de ressortir guéri, mais guéri au sens d'être comme avant la maladie. En réalité, le plus courant est 4 autres types de guérison: la cicatrice bénéfique, la cicatrice indifférente, la cicatrice laissant l'état séquelaire et la cicatrice évolutive. La cicatrice bénéfique est un nom qui peut être attribué au fait que le corps revienne non pas à un état intérieur, mais à un nouvel état qui lui soit favorable. Par exemple, votre corps peut être atteint par les maladies enfantines comme la varicelle, comme la rougeole, etc. Et parce que vous avez été vacciné, parce que vous êtes soigné, parce que, etc., les choses se passent favorablement, non seulement la rougeole disparaît, mais surtout, elle laisse un changement au niveau de votre immunité. Votre système immunitaire sort renforcé de l'expérience de la rougeole. Donc en ce sens, il y a une modification qu'on appelle cicatrice, et c'est une cicatrice bénéfique. La cicatrice indifférente est une cicatrice qui finalement ne présente pas particulièrement de signification. Son exemple le plus courant, c'est le fait de laisser une trace blanche sur la peau à un endroit où il y a eu contusion antérieurement. Alors effectivement, ce n'est pas un retour au corps antérieur, il reste une trace, mais en même temps une trace qui signifie simplement la guérison et sans que des mauvais fonctionnements ou des amoindrissements soient constatables. Une autre forme de cicatrice est assez courante, c'est celle qui concerne les états séquelaires. Un état séquelaire, c'est un état dans lequel sont maintenues de façon durable des séquelles, autrement dit, des limitations au regard de l'état antérieur. L'état séquelaire le plus évident est l'amputation. Un quatrième type de guérison, la cicatrice évolutive. Là encore, elle n'est pas couramment anticipée, mais pourtant courante. Vous avez, par exemple, pour les grands brûlés,
des problèmes à très court terme qui sont donc effectivement résolus en partie par des greffes de peau, mais aussi des problèmes à long terme, et en ce sens-là c'est évolutif, ou sous l'effet du soleil, etc., des cancers de la peau peuvent se développer, de la peau greffée. Bien. Donc la question de la guérison n'est pas forcément la question d'un retour à une intégrité corporelle, même si c'est couramment ça qui est véhiculé dans nos imaginaires, mais plutôt une modification. La guérison consiste en une modification du corps dans la très grande majorité des cas, et cette modification peut être bénéfique, indifférente, laisser les séquelles et voire être évolutive. Bien, nous allons terminer cet enseignement par une brève explication des modèles scientifiques de la santé. Un premier modèle qui est probablement celui qui fait référence dans notre vie ordinaire, qui relève du sens commun aujourd'hui, le modèle biomédical. Alors ce modèle biomédical consiste en des liens de causalité univoques qui vont d'une étiologie, c'est-à-dire des origines de la maladie, à un tableau clinique, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui, reconnus ensemble, permettent de poser un diagnostic. Et ensuite, donc, ce modèle médical, une fois l'état clinique statué, il est possible donc de traiter la maladie, et puis dans un quatrième temps, donc, d'obtenir une guérison dont on a vu qu'elle ne relève pas d'un retour à une intégrité corporelle antérieure. Bien, ce modèle biomédical, si il relève de nos habitudes de pensée, est probablement aujourd'hui considéré comme bien trop simpliste. D'abord parce que la causalité ne va que dans un seul sens, d'étape en étape. Mais en même temps, c'est un modèle qui a permis des avancées considérables, et notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses, puisqu'il a permis la découverte des antibiotiques et des vaccins. Bien, mais aujourd'hui on est sur une position un peu plus complexe, et donc tout un débat scientifique s'est élaboré progressivement. Un deuxième courant s'est développé et qui a permis l'avènement d'un modèle psychosomatique. Le modèle psychosomatique donc est très relié à deux écoles. L'école de Chicago, qui a beaucoup travaillé sur la question du conflit psychique et sur les profils de personnalité. Et un auteur en particulier est Franz Alexander, Alexander. Là, l'idée, c'est que plus l'individu est limité en termes d'élaboration, d'imaginaire, de capacité à élaborer, plus il a le profil favorable pour psychosomatiser. Un deuxième institut, l'Institut psychosomatique de Paris, là a été porté plutôt par Pierre Marty, M-A-R-T-Y, et où là, donc ce qui était mis en avant, c'était surtout une structure psychique, voilà, qui pouvait être plus favorable que d'autres, donc à la psychosomatisation. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que malgré un certain nombre d'études, il est difficile d'établir de manière indiscutable le rôle
de certains traumatismes dans l'enfance ou dans la vie d'adulte, hein, et qui seraient à l'origine donc de conflits psychiques ou de structures psychiques spécifiques. Mais ce qui est par contre beaucoup plus accepté aujourd'hui dans la sphère scientifique, c'est les liens qu'il peut y avoir entre, on va dire, un certain nombre d'émotions et des modifications du système neurovégétatif. Un troisième type d'approche de la santé, un troisième type d'approche scientifique est l'approche épidémiologique. Là, il s'est agi donc de passer des études rétrospectives au sens où le modèle biomédical et le modèle psychosomatique finalement portaient sur la maladie ayant eu lieu, étant observable, à un modèle qui serait plutôt de l'ordre prospectif, c'est-à-dire pouvoir anticiper la maladie et donc mettre en œuvre de la prévention. L'approche épidémiologique est particulièrement reliée aux politiques de santé publique. De fait, elle a permis de montrer des liens entre certains types de conduite et une certaine probabilité ou un certain risque de développer telle ou telle difficulté de santé. Autrement dit, l'approche épidémiologique permet donc de penser à la fois les conditions d'existence et les modes de vie dans les facteurs de risque qui les structurent, les conditions d'existence relevant de ce que ne choisissent pas les individus et les modes de vie relevant des comportements modifiables et donc sur lesquels on estime que l'individu a une part de responsabilité. Derrière l'approche épidémiologique, il y a avant tout une pensée en termes de population. Les statistiques portent sur des populations, c'est-à-dire non pas un individu, et les statistiques ou les probabilités en termes de risque ne sont pas valables pour un individu, mais pour une population, et l'individu peut faire partie de cette population. Mais la santé est reposant sur un ensemble de variables complexes. Ce n'est pas parce que certains facteurs de risque sont présents que pour autant le danger va être avéré ultérieurement. Bien, les politiques de prévention qui sont fondées sur cette approche épidémiologique vont essentiellement porter sur les comportements modifiables, c'est-à-dire les modes de vie. Cette approche épidémiologique concerne tout autant les problèmes de santé physique que les problèmes de santé mentale. Elle permet également d'œuvrer pour une amélioration de l'environnement en tant que facteur de santé. Puis dans les années 80, 1980, s'est construit un consensus autour d'un modèle biopsychosocial, où là il s'agit de penser davantage la complexité, mais plutôt dans une articulation réciproque entre toute une série de niveaux de causalité qui viennent impacter l'état de santé des individus. Donc l'idée est que chaque niveau vient influencer le niveau directement relié à lui. Par exemple, le fonctionnement des cellules vient modifier le fonctionnement des tissus humains. Les tissus humains viennent modifier le fonctionnement des organes. Le fonctionnement des organes vient modifier le fonctionnement du système nerveux central et de tous les autres systèmes respiratoires, endocriniens, etc., lesquels viennent impacter l'état de santé de l'individu qui lui-même est influencé par sa famille, laquelle est influencée par la communauté, ou on va dire le milieu de vie, dans un langage français plus classique et non pas anglo-saxon, et lequel milieu de vie est lui-même très largement modifié par la culture, très imprégné d'une culture, et donc
des conséquences y afférentes. Ce modèle biopsychosocial est le modèle qui sous-tend la définition de la santé proposée par l'OMS en 1946. Donc il a véritablement été établi comme un consensus scientifique dans les années 80. C'est une perspective systémique au sens où chacun des niveaux interagit sur les autres niveaux par l'intermédiaire des différents niveaux les séparant. Enfin, vous avez le modèle intégratif. Le modèle intégratif est un modèle qui tente de rendre compte de l'ensemble des facteurs, mais dans leur complexité. Aussi ne sont plus pris en compte seulement, on va dire, les conditions d'existence et les modes de vie et les facteurs de risque, mais plus largement les facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux peuvent être des facteurs écologiques et pas seulement sociodémographiques. Les facteurs individuels relevant du corps propre de l'individu, de ses gènes, etc. Bien. Donc j'espère que vous avez compris les grandes différences sous-tendant donc ces modèles scientifiques. Je vous les ai présentés dans l'ordre chronologique de leur émergence. Au jour d'aujourd'hui, le modèle intégratif est très largement plébiscité, même si la définition de la santé de l'OMS de 1946 est toujours très répandue. Mais du point de vue scientifique, le modèle le plus porté est le modèle intégratif. Il existe aussi un nouveau modèle émergent depuis quelques années à peine, qui est le modèle de santé globale, qui est un modèle qui permet donc de travailler au niveau de l'ensemble des dimensions environnementales et pas seulement au niveau de l'ensemble des dimensions de l'individu. Les questions de santé.